Dès 1922, un concours est organisé pour la reconstruction de l'hôtel de ville. Différents architectes sont contactés en vue de sa réalisation. Le début des travaux n'est pas pour demain. Il y a tant à faire. En mars 1918, l'administration de l'hôtel de ville de Péronne était évacuée à Castelnaudary, dans l'Aude, avec tout son personnel, où un bâtiment était mis à la disposition de notre mairie et de notre caisse d'épargne. Le retour de l'administration municipale se fera bien après l'armistice, en mars 1919. Un vaste baraquement en bois et tôle, installé dans le jardin d'une maison de la rue Saint-Furcy, fera office de mairie provisoire. La caisse d'épargne de Péronne, fondée le 22 décembre 1853, est comme toutes les caisses d'épargne de l'époque, une institution proche des municipalités, dont la vocation est d'encourager l'épargne populaire. C'est dans ce bâtiment, mairie et caisse d'épargne de Péronne, à Castelnaudary, que les débris retrouvés des archives des épargnants seront reconstitués. À Péronne, la caisse d'épargne étant reconstruite avant la mairie, la banque prêtera alors sans intérêt des bureaux en dur, tout neufs, à la municipalité. Les travaux seront longs. La cité est un énorme chantier. Mais déjà en 1922, on voit la différence. La ville commence à renaître de ses cendres. Après la disparition de la porte et du pont Saint-Nicolas, la rivière du Cam est comblée et passe maintenant dans des canalisations enterrées. La nouvelle avenue de la République, très courte, venant du château, rejoint rapidement Sainte-Radegonde, village attenant à la ville, où elle prend le nom d'avenue de Péronne. En 1922, des habitations aux murs pas très épais bordent ces nouvelles avenues. Au croisement, à droite, en hommage à nos soldats, cette nouvelle artère bordée d'habitations provisoires prendra le nom de rue du Poilu. L'avenue Béranger. Sur la droite, nous voyons le bazar péronnais tenu par Monsieur Marchandise. Sur la gauche, la pancarte indique poste et télégraphe. Au fond, la reconstruction de la gare est en bonne voie. Devant le bureau de poste provisoire, situé à l'entrée de la caserne alors en cours de démolition, le personnel sourit au photographe. Pause pour la photographie. Des ouvriers dont certains sont bien jeunes sourient quelques instants pour le cliché avant de reprendre le travail de démolition de l'hôpital. Du haut de la caserne, nous dominons l'avenue Béranger et l'avenue de la Gare. Dans l'avenue de la Gare, les belles dames ont ressorti leurs grands chapeaux. Mais ce n'est plus la belle époque. Les années folles sont commencées. La musique vient de l'Amérique. Le rythme est au Charleston. À Péronne, ces belles dames d'une autre époque plus folle sont toujours admirées par les militaires et observées du coin de l'œil par la maréchaussée. Dans l'avenue qui mène au chemin de fer, quelques constructions sont achevées en 1925, mais le marchand de charbon patiente encore dans son chalet provisoire.
Sur le devant des grands moulins, qui deviennent moulins damés, nom de leurs propriétaires et gérants, le pont Sainte-Barbe enjambe de nouveau la Somme. Le bâtiment en béton, composé de terrasses et passerelles, très innovant pour l'époque, sera mis en service dès 1920. Ces turbines serviront quelque temps à produire de l'électricité pour l'éclairage public. L'architecte et le constructeur du bâtiment sont formels. Le béton armé de sa structure peut résister plusieurs siècles, et même à un tremblement de terre. Du haut des terrasses des moulins damés reconstruits, la vue est imprenable. On peut contempler le boulevard du Sud-Est et les étangs de Port-le-Roi jusqu'à Flamicourt. Commencé avant-guerre et non terminé, le boulevard du Sud-Est, stratégique pour les Allemands, a été rendu carrossable dès le début de l'occupation. Un chemin de fer y a été construit à la même époque. En 1920, les prisonniers allemands retenus pour le relèvement des contrées dévastées sont libérés. En bon ordre, d'un pas guilleret, par le boulevard du Sud-Est, ils se dirigent vers la gare. D'autres arrivent encore du faubourg de Bretagne. À Cartigny, pour fêter leur prochaine libération, sous divers déguisements, ils donnent un concert entre eux. Toujours à Cartigny, revue de départ. Arrivés à la gare, pressés de partir, ils attendent l'arrivée du train. « 15 février 1920. Imaginez la joie. Le train pour l'Allemagne est arrivé. Encore quelques minutes à patienter avant l'embarquement, et bientôt la liberté. » Une page se tourne. Une nouvelle époque est commencée. Succédant à un bâtiment en bois et carton bitumé, la chapelle-église en briques de la rue du Tigre sera bénie le 27 août 1922 par Monseigneur Lecomte, évêque d'Amiens. La chapelle est encore vide. Monseigneur Lecomte, devant le presbytère, attend l'heure de la bénédiction. En procession, il traversera la grande place alors en reconstruction pour rejoindre la nouvelle église. Précédé par l'archiprêtre, Monseigneur pénètre dans l'édifice religieux, suivi des nombreux paroissiens. Les fidèles sont tous rentrés, l'office peut commencer. L'église Saint-Jean-Baptiste n'est plus qu'un tas de cailloux. Que va-t-elle devenir? Certains pensent la reconstruire ailleurs. D'autres veulent restaurer le bâtiment historique. Aucune alternative n'est arrêtée. Mais dans tous les cas, la prise de décision n'est pas une priorité. En attendant l'épilogue qui risque d'être lointain, c'est dans cette chapelle-église que seront célébrés office, enterrement, mariage et cérémonies religieuses. Sortie de mariage célébrée dans la chapelle-église. Les jeunes mariés posent à côté de l'automobile qui va les transporter vers les salons où le banquet de la noce sera dressé.
Les mariages se succèdent. À la sortie de la cérémonie, l'automobile attend toujours les jeunes mariés. Il a fallu l'autorisation de l'architecte des monuments historiques pour photographier dans l'église en ruine les enfants faisant leur communion solennelle ce 15 juin 1921. Devant l'ampleur du désastre, les autorités envisagent de laisser l'église en l'état, en ruine, juste pour le souvenir. Quelle décision prendre? Restaurer ou reconstruire ailleurs? Il est vrai que dans le bâtiment religieux, seule une voûte, celle de la chapelle où se trouve la peinture murale, a été épargnée. Le conseil municipal de novembre 1919 évoque une reconstruction dans un autre lieu, pour hâter les travaux. Devant la réaction négative des Peyronais, on abandonne ce projet dès avril 1920. La décision de reconstruire à l'identique est prise, mais à quand le début des travaux? La Légion d'honneur de l'abbé Caron, grand patriote et fédérateur de l'unité peyronnaise durant l'occupation, l'abbé Ulysse Caron, archiprêtre et doyen de Péronne, est décédé d'une grippe infectieuse le 7 mars 1916. Ses mémoires, notes illicites écrites au jour le jour pendant les années de fer, mises en lieu sûr par le docteur Loiseau, son ami, seront utilisées avec d'autres par Fassol pour écrire Péronne sous l'occupation 1914-1918. À titre posthume et en mémoire de son grand attachement pour la cité, la Légion d'honneur lui a été remise par les autorités civiles le 2 mars 1924 en présence de l'évêque. À l'entrée de la chapelle, M. Jean Damet, au nom du conseil paroissial, offre le salut de bienvenue à sa grandeur, Monseigneur le comte. L'heure est venue de bénir cette croix de la Légion d'honneur que les pouvoirs publics ont décernée à titre posthume à M. l'abbé Caron pour son dévouement à la cité et aux Peyronais au jour de l'occupation allemande. Monseigneur prononce les prières liturgiques, répand de l'eau sainte sur la croix qu'il prend sur un coussin orné de palmes finement brodées sur lequel elle repose, et la porte aux accents vibrants des clairons et des tambours pour la fixer au-dessus de la plaque de notre cher abbé Caron. C'est un moment émouvant. L'émotion est profonde dans toute l'assistance. Elle augmente quand nous entendons les notes graves du De Profundis solennel descendre de la tribune. Charles Accard, bulletin paroissial, mars 1924. Cérémonie religieuse dans l'église en ruine. Le projet de reconstruction de Saint-Jean-Baptiste est accepté par la municipalité et les différents services concernés le 9 février 1925. En attendant, les fidèles s'y recueillent toujours aussi nombreux, sous la pluie ou en plein soleil, mais toujours dans les courants d'air. À l'église provisoire de Péronne, lors de la messe paroissiale de 10 heures du dimanche 29 mars 1925, on procède à l'inauguration des plaques monuments érigées en souvenir des soldats de Péronne tombés au champ d'honneur. Monseigneur le comte, évêque d'Amiens, prononcera l'allocution et bénira les plaques. Tournez, manège. C'est la Saint-Michel, le 29 septembre. La vie et la fête reprennent le dessus. La foire commerciale et foraine de la Saint-Michel est une institution séculaire à Péronne. Un marché franc existait déjà sous Philippe IV le Bel. Les manèges reviennent sur la grande place pour la première foire d'après-guerre. On veut oublier les années de fer. Mais Dingbat allait,
ne se relève que très lentement de cette destruction. C'est une scène irréelle, où la fête foraine côtoie les ruines, en pleine reconstruction. La foule est venue nombreuse, la tradition est respectée. Les badauds, parents et enfants, sont endimanchés. Sur la place du marché aux herbes comme ailleurs, on profite des démolitions pour élargir, rectifier et aligner les rues. La célèbre maison d'Abo n'a pas survécu à la tourmente, et le tournant de la rue Saint-Furcy est supprimé. Sur cette carte postale, quelques habitations et commerces sont terminés en 1924. C'est le cas de l'épicerie Dupire. Une automobile stationne déjà devant sa porte. Devant elle, la rue Saint-Furcy, dont le tracé est rectifié, est en construction côté nord. La Grande Place en 1924. Des échafaudages grimpent le long de la maison Larue en construction. Un concours de chars fleuris anime la Grande Place en 1924. Une foule nombreuse assiste à l'événement. L'un des chars décorés passe devant la maison Larue. On peut constater que les échafaudages sont maintenant retirés. Le commerce va bientôt ouvrir. La Grande Place en 1925. Ce petit arbre rabougri, déjà présent sur les photos précédentes, nous rappelle où se trouvait avant-guerre la place du marché aux herbes, aujourd'hui disparue. En 1925, la construction de la maison Larue est terminée. Au fronton y est gravé « Maison fondée en 1792, détruite en 1870 et en 1916, reconstruite en 1873 et en 1924. Les malheurs sont-ils derrière nous ? La maison Larue est reconstruite, mais le clocher et l'église sont toujours invisibles derrière le commerce. La voilà l'église, en 1926. À gauche, la maison Larue est déjà rebâtie depuis plus d'1 an. En 1925, les travaux de restauration de l'hôtel de ville sont commencés sous la vigilance de l'architecte Debat-Ponsant. Échafaudages et étais sont posés. La Grande Place vue du sud en 1926. L'hôtel de ville est toujours en travaux. La Grande Place vue du nord en 1926. Le 17 novembre, l'horloge de l'hôtel de ville fonctionne. En mai 1927, son carillon entonne la Madelon, toutes les heures, en hommage aux soldats de la Grande Guerre. La sirène retentit pour la première fois le 14 avril 1927. Le premier mariage a lieu le 19 avril. La première réunion du conseil municipal se tient dans la salle des commissions le 27 avril, dans la salle des délibérations le 5 août. L'hôtel de ville est maintenant terminé, mais sa reconstruction sous des allures Renaissance l'a bien défiguré. Le corps de garde n'a plus que 3 arcades, l'étage 3 fenêtres encadrées de 2 échauguettes. Beaucoup d'autres détails diffèrent aussi. Par exemple, les fières salamandres de François Ier ont disparu et sont remplacées par de nouvelles, petites et malingres. Heureusement, le campanile et l'horloge à 4 cadrans sont conservés.
Voyez et comparez ces deux salamandres. En haut, un moulage provenant de l'hôtel de ville d'avant-guerre. En bas, sa nouvelle représentation moderne et chétive au-dessus des arcades. L'animal mythique, s'il crache encore le feu, n'est même plus au milieu des flammes censées le nourrir. Qu'en penserait François Ier? Monsieur Boulanger, maire, reçoit en cadeau une statue, une Vénus en bronze, offerte par le sculpteur Maurice Guiraud-Rivière. Celle-ci sera installée dans une loge au niveau de la toiture de l'hôtel de ville. Au tympan, Cérès, déesse des moissons dans la mythologie romaine, y est sculptée par le même artiste. Toujours dans ce triangle, y sont représentés à droite la croix de la Légion d'honneur acquise en 1914 et à gauche la croix de guerre, remise à la ville en 1919. Au premier étage, deux autres divinités, Apollon et Mercure, du même statuaire, ornent la façade. Au coin côté rue Saint-Furcy, une troisième évoque Hercule. Le café du Petit Saint-Jean, d'allure néo-moyenâgeuse, accolé à gauche de l'édifice municipal, rehausse la perspective de la Grand Place. Ce café du Petit Saint-Jean, comme avant-guerre, est toujours le siège de l'association des pêcheurs péronnais. La gendarmerie sera reconstruite rue Saint-Furcy à l'emplacement de l'école des filles et de la maternelle. Le projet du cabinet d'architecte Jupin-Pilet remporte le concours en 1923 avec le programme suivant. Un pavillon pour l'officier avec WC individuel, 2 logements pour les chefs de brigade, 8 logements pour les gendarmes, un bâtiment pour les services d'administration, une écurie pour 8 chevaux, une écurie pour 2 chevaux isolés, une fosse à fumier couverte, 8 bûchers pour les gendarmes, salle de bain et buanderie, commun, 2 bûchers pour les chefs de brigade et un garage automobile. Le majestueux marronnier de la cour devra être préservé. Le cahier des charges sera respecté. L'inauguration aura lieu en 1926. La nouvelle statue en bronze de Marie Fourré est inaugurée le 1er juillet 1928 à son nouvel emplacement, Square Saint-Jean. Le sculpteur Maurice Guiraud-Rivière a reconstitué à l'identique celle d'Athanas Fossé de 1897. Notre héroïne retrouvée est un symbole fort pour parachever l'œuvre immense de la Renaissance de notre cité.